des gens qui commençaient à s'intéresser au sujet de mobilité. Et en fait, depuis 2-3 ans, on se rend compte que nos interlocuteurs sont de plus en plus des DRH, des responsables de ressources humaines, et que l'aspect social finalement de la mobilité, qui n'était pas du tout la thématique principale au départ, puisque le focus était plutôt environnemental, est devenu très important. Et aujourd'hui, vous n'avez pas un DRH qui n'a pas le sujet qualité de vie au travail à la bouche. Toutes les boîtes se tirent la bourre pour être Great Place to Work ou ce genre de choses. Et c'est devenu finalement la mobilité un vrai sujet social et RH. Et forcément, ça prend plus d'ampleur parce que les directions des ressources humaines en général ont quand même un petit peu plus de poids en entreprise que les directions développement durable. Donc ça permet d'aller plus loin. Et donc c'est assez intéressant de se dire que on change d'échelle et surtout on aborde la mobilité avec une vision un petit peu différente. Et donc ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est essayer de quantifier, de mesurer ça. Et donc on a mené une enquête auprès d'un panel d'un petit peu moins de 1000 personnes parmi notre base de contacts et les réseaux sociaux pour essayer justement de mettre en avant ce lien qu'il pouvait y avoir entre mobilité et qualité de vie au travail. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Morgane va vous en parler un petit peu, qui travaille donc avec nous sur les choses de mobilité depuis un petit moment maintenant. Merci encore d'avoir réussi à venir et puis excellente matinée. Oui, donc bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc Morgane Morat, je suis consultante donc chez Ecodev sur les sujets de RSE et de mobilité durable. Et donc comme l'a dit Jean-Christophe, donc on va vous présenter cette étude. Donc pour commencer, donc avec des données un peu le contexte pour que vous compreniez bien comment s'est déroulée cette enquête. Donc en fait, on a voulu interroger les travailleurs, les collaborateurs sur le sujet des trajets domicile-travail. Donc cette enquête porte uniquement sur les trajets domicile-travail et sur leur qualité de vie au travail. L'objectif, c'était bien sûr d'identifier le lien entre ces deux thématiques, entre ces deux enjeux. Donc, le questionnaire se composait de différentes parties. Donc, dans un premier temps, donc, on a bien sûr interrogé les répondants sur des questions un peu générales pour comprendre leur profil. On les a également interrogés sur leur rapport au travail, donc, par exemple le temps qu'ils passaient sur leur lieu de travail. On les a également interrogés sur leur perception de leur qualité de vie au travail. Et on les a enfin interrogés plus précisément sur leur trajet domicile-travail, l'objectif étant après de pouvoir faire certains croisements et certaines analyses. Et une dernière thématique qu'on a abordée dans cette enquête, c'était la thématique des plans de mobilité, pour savoir si les répondants travaillaient sur des sites où ils avaient connaissance de la réalisation d'un plan de mobilité. Donc, pour vous remettre un peu en contexte sur l'identité un peu de ce panel de répondants, donc on a obtenu 964 réponses à cette enquête qui a été diffusée pendant un mois, donc à partir de mi-septembre jusqu'à mi-octobre donc de cette année. On est sur un panel où donc on a, en termes de représentativité, on a 61% de femmes et 39% d'hommes. Donc par rapport à la population active en général, on est plutôt autour de 48% de femmes et 52% d'hommes. On sait que globalement, dans les enquêtes, les femmes ont tendance à plus répondre que les hommes. Donc c'est un phénomène assez classique. Ce qu'il faut garder en tête également tout au long de l'analyse, c'est qu'on est sur un panel où on a 2/3 de travailleurs, de collaborateurs qui travaillent sur des sites situés en Île-de-France. Donc ça, c'est quand même une caractéristique assez importante, puisqu'on a diffusé cette enquête en ligne, donc via un logiciel de sondage SurveyMonkey. On l'a principalement diffusée donc, à notre base de données Ecodev, donc, qui est composée bien entendu de nos clients, mais également de nos partenaires, des entreprises abonnées à notre newsletter. Et on l'a également diffusée en parallèle sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu pour contextualiser et qu'on comprenne donc comment est constituée cette enquête. Un autre élément important, c'est qu'il faut savoir que la majorité des répondants sont des personnes sédentaires. Donc on est sur 84% de personnes sédentaires donc qui travaillent sur leur lieu de travail plus de 3 jours par semaine. Et qu'on est également sur des sites et des entreprises de taille relativement importante, puisqu'on a 66% des répondants qui travaillent dans des entreprises de plus de 100 travailleurs. Donc 100 travailleurs, pour nous, c'est un seuil, puisque c'est les entreprises qui sont potentiellement soumises à la réalisation d'un plan de mobilité si elles se situent sur un plan de déplacement urbain.
Donc en termes de typologie d'entreprise, de secteur, on a à peu près, on a pas mal de secteurs. Donc les secteurs sont assez bien représentés, aussi bien donc en termes de services aux entreprises, de conseils que de commerce et de vente. Donc on voit là qu'on a Decathlon, on a également eu des réponses d'Auchan, on a également eu des entreprises dans le domaine de l'énergie, de la santé, des collectivités publiques. Également donc des banques, voilà, donc un panel assez large d'entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des entreprises également qui ont choisi de diffuser cette enquête en interne pour collecter. Donc on a par exemple certaines entreprises qui ont répondu plus largement, comme Sodexo, Decathlon, qui ont diffusé auprès de leurs collaborateurs. Donc, quelles sont les premières questions qu'on s'est posées donc, c'est quelles sont les caractéristiques de déplacement domicile-travail des répondants. Alors, ce qu'on observe, c'est que en termes de, tout d'abord, pour commencer en termes de distance, c'est que quelle que soit la zone géographique des répondants de notre panel, on est à peu près sur une distance domicile-travail de 23 km aller. Donc voilà un peu en termes de grandes caractéristiques, si je puis dire, sur les déplacements domicile-travail. Ensuite, on a voulu commencer par le départ et donc on s'est demandé quels étaient les principaux critères pour un salarié de sélection d'un nouvel emploi. Donc, et là, ce qu'on voit, c'est assez intéressant. Donc on voit que le premier critère de sélection d'un nouvel emploi, donc ça va être les missions, bien entendu. Donc ça, on peut se dire que c'était attendu. Les rémunérations à 71%. Mais on voit que le temps de trajet arrive en troisième position avec 67% des répondants qui déclarent que ce critère est un facteur principal de sélection d'un nouvel emploi, bien avant les valeurs de l'entreprise, l'ambiance et d'autres caractéristiques. Donc, ce qu'on constate, ce que nous apprennent ces chiffres, c'est que bien au-delà en fait des missions, de la rémunération, le temps de trajet est vraiment un critère de sélection et que les chercheurs d'emploi cherchent à maintenir en fait un temps de trajet raisonnable dans le cadre de la sélection d'un nouvel emploi. Donc, la qualité du trajet domicile-travail, elle est importante dans la sélection d'un emploi, mais ce qu'on constate, c'est qu'elle est aussi importante pour se projeter dans son entreprise. Et c'est ce que nous montre ce graphique. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que plus les salariés sont satisfaits de leur déplacement quotidien, plus ils vont se projeter longtemps dans leur entreprise. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a les salariés très insatisfaits, insatisfaits, satisfaits et très satisfaits. Et donc, on voit les couleurs. Donc, plus on va vers la droite avec des couleurs sombres, plus les salariés vont se projeter longtemps. Donc là, en termes de chiffres, ce qu'on peut voir, c'est que plus de 70% des salariés satisfaits ou très satisfaits de leur mode de transport vont se projeter plus de 2 ans dans leur entreprise. Au-delà de ça, donc on a voulu savoir s'il y avait vraiment un lien entre le temps de trajet et le bien-être. Et ce que nous déclarent 86% des répondants à cette enquête, c'est qu'ils disent que le temps de trajet a un impact sur leur bien-être au quotidien. Donc, ce que nous apprennent ces chiffres, c'est que investir le sujet de la mobilité, c'est non seulement investir pour fidéliser ses collaborateurs, mais c'est également investir pour améliorer leur bien-être et améliorer l'attractivité de la marque employeur. Pour rentrer un peu plus dans le détail, nous avons voulu comprendre comment les répondants se déplacent aujourd'hui. Donc là, rien de nouveau, on est sur des données assez classiques. Ça, c'est des données qu'on peut facilement avoir dans des enquêtes nationales de transport, des données INSEE. Mais juste pour refaire un point quand même, donc ce qu'on constate, c'est que, même si c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, donc habituellement en Île-de-France, le premier mode de transport sont les transports en commun. Donc au détriment de la voiture qui prend, donc là, d'après les répondants de l'enquête, qui est utilisée dans 40% des cas.
et 13% d'utilisation des modes actifs. Donc sur mode actif, on parle de modes dits à propulsion humaine, donc de type marche, vélo, trottinette. Ce qu'il est intéressant de constater également, c'est que donc, dans les autres régions de France, donc on va avoir une part élevée de l'utilisation de la voiture, quasiment 2 fois plus, et une part également relativement élevée par rapport à l'Île-de-France des modes actifs, puisque là sur notre panel, donc, on a 23% de répondants qui se déplacent en mode actif. Et ce qu'on voit, c'est que cette utilisation des modes actifs grignote un peu principalement sur la part des transports en commun et pas sur la part de la voiture. Donc on voit qu'un des principaux enjeux de déplacement dans les autres régions d'Île-de-France, ça va être la desserte, la qualité de la desserte en transport en commun. Voilà un peu pour les grandes analyses qu'on peut tirer de ces graphiques. Une autre information qui n'est pas précisée là sur la slide, mais en termes de covoiturage, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a inclus le covoiturage, donc on ne le voit pas apparaître, mais dans la part des véhicules motorisés. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en Île-de-France, le covoiturage reste très faible. Le covoiturage quotidien sur le trajet domicile-travail est toujours, d'après les répondants à notre enquête, est de 0,4%. Donc il y a vraiment une difficulté donc, à faire décoller ce mode de transport. On voit qu'il est un peu plus important dans les autres régions de France, puisqu'on est à 3%. Globalement, dans les statistiques, c'est ce qu'on voit, 3-4% d'utilisation du covoiturage sur les trajets domicile-travail. Donc voilà, des difficultés à faire décoller ce mode de déplacement au quotidien. On espère qu'avec le vote de la LOM et l'arrivée du forfait mobilité durable, ça permettra de redonner une nouvelle dynamique à ce mode de transport. Ensuite, on a voulu regarder comment ces différents modes de transport pouvaient impacter l'humeur, l'état d'esprit des collaborateurs, notamment le matin à leur arrivée sur leur lieu de travail. Donc, ce qu'on voit, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce premier graphique. Donc, en fait, on a demandé donc, dans quel état d'esprit les répondants étaient lors de leur arrivée sur le lieu de travail. Globalement, on a la majorité des répondants qui se disent motivés donc à leur arrivée sur leur lieu de travail. On a 34% qui se disent plutôt dynamiques. On a quand même un tiers des travailleurs qui se disent plutôt fatigués, 23% qui ne se prononcent pas particulièrement et 12 à 14% qui se disent plutôt stressés, agacés. On a voulu regarder si le mode de transport utilisé pouvait influencer cet état d'esprit au moment de l'arrivée sur le lieu de travail. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, pour les cyclistes, 79% des cyclistes ayant répondu à cette question se disent arriver sur leur lieu de travail dynamiques et motivés. Donc on voit bien qu'il y a un lien. Entre le mode de transport utilisé pour aller travailler et son humeur à l'arrivée. Donc on voit que ce taux décroît. Donc par exemple, on est à 56% d'automobilistes dynamiques ou motivés, et pour les usagers des transports en commun, encore moins. Donc on va être à 49%. Voilà pour ces informations. Suite à ça, on a voulu interroger nos répondants sur leur ressenti. Leur ressenti, premièrement, en termes de satisfaction. Donc, on les a interrogés en termes de satisfaction sur leur trajet quotidien, mais également de manière plus générale sur leur satisfaction globale au travail, leur niveau de qualité de vie au travail. Donc, un des grands chiffres de cette enquête qui ressort, mais globalement, c'est aussi ce qu'on constate au quotidien, nous, dans le cadre de nos missions de plan de mobilité, c'est qu'on a 93% des usagers des modes actifs qui sont satisfaits de leur mode de transport. Et donc, les usagers des modes actifs sont largement les personnes les plus satisfaites de leur mode de transport. Donc ce taux descend à 69% pour les transports en commun et à 63% pour les usagers des véhicules thermiques.
Donc on a voulu un peu creuser donc pour savoir quelles étaient les principales causes de l'insatisfaction, des insatisfactions potentielles des travailleurs. Ce qui ressort bien entendu, c'est que la cause d'insatisfaction principale, ça va être le temps de trajet trop long. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort dans cette enquête, mais également dans toutes les enquêtes plan de mobilité qu'on a pu mener auprès de nos clients. Également en termes de l'aspect du choix modal, le manque d'alternatives est une source d'insatisfaction très forte. Ensuite, en troisième position, on va avoir les embouteillages qui vont être source de stress et de fatigue. Le fait, et ça c'est intéressant aussi à noter, qu'en quatrième position, une des causes d'insatisfaction est le fait d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc les collaborateurs se disent concernés par l'impact sur l'environnement. Et enfin, donc ça c'est lié au fort taux d'utilisation des transports en commun. Donc l'insatisfaction va être plus liée au fait que le trajet soit inconfortable du fait de la foule, notamment de la proximité dans les transports en commun. Ensuite, donc, on a voulu interroger les différents répondants sur les conditions d'accessibilité de leur lieu de travail. Donc, ce qu'on entend par les conditions d'accessibilité, c'est quelles sont les infrastructures qui vont leur permettre de se rendre sur leur lieu de travail. Donc, on a interrogé l'ensemble des répondants sur les conditions d'accessibilité, aussi bien en vélo qu'en voiture, qu'en transport en commun. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que en fonction du mode de transport utilisé, la perception de l'accessibilité va être différente. Donc c'est ce qu'on voit là pour l'accessibilité en vélo. Donc on voit qu'il y a 47% des automobilistes qui ne se disent pas satisfaits des accès en vélo, alors que ce taux baisse considérablement pour les usagers des autres moyens de transport. Seulement 25% des usagers des transports en commun ne se disent pas satisfaits des conditions d'accessibilité en vélo et seulement 15% des usagers des modes actifs ne sont pas satisfaits des accès en vélo. Et on voit que ce phénomène est similaire pour chacun des moyens de transport. Globalement, les usagers les plus satisfaits des conditions d'accessibilité en voiture sont les automobilistes. Et idem pour les transports en commun, où là on voit que les automobilistes sont toujours les plus insatisfaits des conditions d'accessibilité en vélo ou en transport en commun. Donc là on voit qu'on a 60% des automobilistes qui ne sont pas satisfaits de l'accessibilité du site en transport en commun, alors que seulement 21% des usagers des modes actifs ne sont pas satisfaits de cette accessibilité et 18% seulement des usagers des transports en commun. Donc ce que nous permettent de constater ces chiffres qui sont quand même assez parlants, c'est que quand on n'utilise pas un mode de transport, on va avoir tendance à se trouver peut-être des excuses, des arguments qui ne sont pas forcément objectifs et factuels. Voilà pour ces informations. En termes de satisfaction, on a également voulu voir si le niveau de satisfaction de son trajet quotidien était impacté par la zone d'implantation du lieu de travail. Donc là, ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a une corrélation assez faible. On voit néanmoins que quand on s'éloigne de la ville, donc on va vers les zones rurales, les banlieues proches, le taux de satisfaction diminue, mais c'est pas non plus significatif. Ça paraît normal étant donné le choix modal qu'on peut avoir dans les zones urbaines. Mais ce qu'on constate néanmoins, c'est que les personnes les moins satisfaites sont les personnes des banlieues éloignées, enfin dites banlieues éloignées. Donc ce qui est intéressant, puisque ça va être des personnes qui vont par exemple pouvoir comparer leurs conditions d'accessibilité à la zone urbaine qui n'est pas si loin, et donc en comparaison vont pouvoir se dire que leur site est moins bien desservi. Ce sont des personnes qui vont avoir accès à moins d'infrastructures de transport en commun, moins d'infrastructures de cyclables, et qui néanmoins vont peut-être être impactées par une densité du trafic assez forte, vu qu'elles sont néanmoins en zone urbaine. Donc voilà un peu pour ces informations sur la satisfaction quant au trajet domicile-travail. Donc ensuite, on a interrogé les répondants sur la note, comment est-ce qu'ils évaluent
leur qualité de vie au travail. Donc la question qui était posée était la suivante: sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre qualité de vie au travail? 1 étant bien sûr une mauvaise qualité de vie au travail et 10 étant une excellente qualité de vie au travail. Donc ce qu'on a pu, comme chiffre intéressant, ce qu'on a pu constater, c'est que pour les collaborateurs qui résident loin de leur lieu de travail, donc c'est-à-dire à plus de 40 km aller, donc on va avoir seulement 53% de ces personnes-là qui vont évaluer leur qualité de vie au travail entre 7 et 10. Alors que pour les personnes qui vont habiter vraiment à proximité de leur lieu de travail, donc à moins de 10 km, on va avoir un taux de qualité de vie au travail qui est bien supérieur, puisque donc 75% des répondants vont donner une note de 7 à 10 sur leur qualité de vie au travail. Donc on voit vraiment que le temps de trajet, la qualité du trajet a vraiment un impact aussi bien sur la satisfaction que sur la qualité de vie au travail, que sur l'humeur du collaborateur quand il se rend sur son lieu de travail. Ensuite, donc pour creuser un peu, donc en termes d'insatisfaction et de facteurs de stress, donc on a demandé aux répondants quels étaient, de manière globale, c'était pas du tout centré sur les déplacements domicile-travail. Il y avait plusieurs propositions, c'était une question à choix multiple. Donc là, on a mis les propositions qui ressortaient le plus, mais donc on leur a demandé de manière globale quels étaient les principaux facteurs de stress dans leur quotidien. Donc ce qui ressort principalement, ça va être la charge de travail à 58%, le management et les objectifs à 39%, et juste derrière, on est à 38% de collaborateurs stressés par les déplacements domicile-travail. Donc on est vraiment sur une composante très importante dans le quotidien des collaborateurs et qui a un fort impact sur leur bien-être. Donc voilà un peu pour les conclusions, générales qu'on a pu ressortir de cette enquête en termes de mobilité et de qualité de vie au travail. Pour terminer, on a voulu un peu poser des questions plus précises sur les plans de mobilité et pour pouvoir mesurer l'impact éventuel des plans de mobilité. Donc ce qu'on voit, c'est que sur notre panel de répondants à cette question, là on a 30% de répondants qui ont connaissance d'un plan de mobilité dans leur entreprise. Donc je vous rappelle qu'en termes de statistiques, par rapport, si on revient sur les chiffres du début, on a potentiellement 66% des entreprises qui sont soumises au plan de mobilité, puisque donc ce sont des sites de plus de 100 travailleurs. Donc potentiellement 66%. Là, on est à 30% de répondants qui ont connaissance d'un plan de mobilité dans leurs entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, on a réalisé en partenariat avec le cabinet également ITER une mission pour l'ADEME, un état des lieux des plans de mobilité. Et de manière nationale, le chiffre qui ressort en termes de plans de mobilité, c'est qu'on a environ seulement 8% des entreprises assujetties qui auraient réalisé leur plan de mobilité. Donc ce que nous dit ce chiffre, c'est que là, globalement, on est à un taux de réalisation du plan de mobilité assez élevé par rapport normalement aux statistiques nationales, mais ça paraît cohérent puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a principalement envoyé cette enquête à notre base de données. Quelles sont les données intéressantes qui ressortent de la réalisation de ces plans de mobilité? Donc en fait, on a demandé aux collaborateurs si, suite à un plan de mobilité sur leur entreprise, est-ce qu'ils avaient varié, est-ce que depuis la réalisation d'un plan de mobilité, est-ce qu'ils variaient leur mode de transport ponctuellement? Est-ce qu'ils avaient changé de mode de transport principal ou est-ce qu'ils avaient conservé leurs habitudes et est-ce qu'ils n'avaient pas du tout changé de mode de transport?
Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a 18% des répondants qui disent avoir soit changé de mode de transport principal, soit varié leur mode de transport. C'est un chiffre assez important et assez significatif, notamment quand on travaille sur des projets de transformation, de changement des habitudes. On sait que le changement des habitudes, c'est quelque chose qui peut être très lent, très progressif. On a du mal à en mesurer les impacts. Et là, on voit, ce chiffre confirme que le plan de mobilité amorce un changement et qu'il permet donc notamment à 18% des collaborateurs sur des sites ayant réalisé leur plan de mobilité de changer leurs pratiques. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un impact sur les pratiques de mobilité des collaborateurs. La question qu'on peut se poser suite à ça, c'est comment est-ce que ces entreprises ont réussi à susciter et à amorcer ce changement ? Est-ce qu'elles ont investi massivement dans leur plan d'action ? Est-ce qu'elles ont déployé des plans d'action très élaborés ? Et là, ce qu'on constate, parce qu'on avait également demandé aux répondants de l'enquête quelles étaient les solutions proposées par leur employeur pour faciliter leur mobilité. Parmi les personnes qui ont changé leur pratique de mobilité, 40% travaillent sur des sites où leur employeur n'a mis en place qu'une ou deux solutions pour faciliter la mobilité. Donc, ce chiffre, là aussi, est assez parlant puisque on voit qu'il n'y a pas forcément, ça dépend des contextes, mais il n'y a pas forcément besoin de proposer un plan d'action à rallonge, extrêmement fourni, d'investir forcément dans un panel d'actions très large, mais que quelques actions bien choisies, ciblées, adaptées au contexte de l'entreprise peuvent permettre d'initier des changements de comportement. Ensuite, un chiffre un peu plus global. On revient un peu en arrière. En fait, c'est juste pour vous montrer que globalement, les entreprises investissent déjà dans la mobilité. Puisque donc, on a demandé à tous les répondants de l'enquête quelles étaient les solutions mises en place par leur employeur pour faciliter leur déplacement domicile-travail. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même 80% des répondants qui disent que leur entreprise propose au moins une action pour faciliter les déplacements domicile-travail. Donc ces actions, après, elles sont larges, mais les mesures qu'on voit le plus couramment en faveur de la mobilité, ça va être de proposer des conditions de stationnement adaptées aux besoins des collaborateurs, de proposer des incitations financières, de proposer des incitations au covoiturage, de proposer notamment une flexibilité sur les horaires de travail et de permettre le télétravail. Donc ça, c'est vraiment des actions assez classiques et qui sont répandues dans les entreprises. Donc voilà pour ces principales données qu'on a pu collecter, ces principaux chiffres. Donc quelles sont les grandes conclusions de cette étude ? Donc ce qu'on voit, c'est que ces chiffres nous montrent qu'il y a bel et bien un lien entre les conditions de trajet et la qualité de vie au travail des collaborateurs, puisque comme on l'a vu, ça impacte la satisfaction, ça impacte l'humeur à l'arrivée sur site, ça impacte la note de qualité de vie au travail donnée par les collaborateurs, et ça impacte également le temps de projection dans l'entreprise. Donc de bonnes conditions de déplacement permettent d'attirer de nouveaux collaborateurs, mais également de conserver ces collaborateurs. Cette étude, ce qu'elle montre aussi, c'est qu'on ne doit pas forcément agir sur un large panel d'actions, comme on vient juste de le voir, mais qu'avec un accompagnement et sur mesure, adapté au contexte de l'entreprise,
Donc on peut permettre d'amorcer du changement. Donc adapté au contexte, bien sûr, il va falloir s'adapter donc à la situation géographique de l'entreprise, il va falloir s'adapter à la maturité sur les différents sujets, puisque toutes les entreprises, toutes les populations n'ont pas le même niveau de maturité en termes, par exemple, de perception de l'utilisation du vélo, du télétravail, sur plein de sujets différents. Et il va également falloir s'adapter au métier. Et enfin, en guise de conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une seule mesure bien choisie peut suffire à faire évoluer les pratiques de mobilité de vos collaborateurs. Voilà. Vous avez des questions? J'ai une question sur, sur le covoiturage et la multimodalité. Oui. Quand on parle de la logistique du dernier kilomètre, moi je voudrais vous parler de la modalité des premiers kilomètres. En fait, on se rend compte que les gens, pour venir au travail, n'utilisent pas qu'un seul moyen de transport. Ils utilisent 2, 3, 4 moyens de marche à pied pour commencer, etc., etc. Et ce qu'on se rend compte pour ceux qui y habitent, celui dont vous parlez qui habite plus de 40 km, j'en suis, mais c'est pas, je dirais, que mon sujet. On se rend compte que dans les zones où on doit accéder à un moyen de transport lourd, bus, train, métro, RER, etc., et ben entre les 0 et 5 à 10 premiers kilomètres, souvent ça se fait en voiture et ça se fait en moteur tout seul. Aujourd'hui, les solutions de covoiturage sur ces premiers kilomètres, parce que du covoiturage longue distance sur ce genre de solution, je ne crois pas, parce que c'est quasiment impossible à tenir. Par contre, des solutions de covoiturage locales, à mon avis, elles ont une certaine chance de pouvoir prospérer, à condition que ce soit accessible en termes on va dire, numériques. Et ces solutions-là, ce n'est pas des solutions, comment dire, du type... Enfin, je ne pense pas que Blablacar propose, par exemple, ce genre de solution, mais c'est des solutions très localisées. Donc, c'est les communautés urbaines, les communautés de communes, etc., qui doivent du moins proposer ce genre de choses pour faire en sorte que les gens, quand ils font 10 km aller, 10 km retour, ben, ils ne prennent pas chacun leur voiture. Est-ce que vous avez là-dessus quelque chose? Est-ce que vous avez envisagé à un moment donné de détecter quelles sont les initiatives locales qui permettent effectivement d'organiser ça? Alors oui, nous forcément par rapport à nos clients en fait et à ce qu'on voit sur les territoires, des initiatives locales, on en voit plein et on en a vu plein depuis assez longtemps. Après, c'est pas notre rôle forcément de les recenser, quoique en ce moment on travaille sur un écosystème justement d'acteurs sur les sujets de mobilité qui vise justement à faire en sorte de mettre tous ces différents acteurs, petits comme grands, en mouvement. Après, le sujet du covoiturage est très compliqué, hein. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, que ce soit pour les derniers kilomètres ou non. Il y a une vraie question de masse critique et de rentabilité. Les transports en commun fonctionnent bien parce qu'ils sont subventionnés. Le covoiturage, tant qu'il n'est pas subventionné, ça va être très compliqué. Et c'est pas suffisamment rentable pour un conducteur. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de systèmes et Blablacar est en train vraiment pour le coup de passer la seconde sur ces trajets, sur ce sujet-là, puisqu'avec Blablaland, ils viennent de passer le million de membres en France. Donc ils sont vraiment en train de changer d'échelle et de travailler sur le système de ligne de covoiturage qui fait qu'on va plus être justement, je pars avec le même covoitureur le matin et le soir. Ce qui fait que les transports en commun fonctionnent, c'est que vous avez un système de ligne, une régularité et le fait que ce soit l'aller-retour. Et que si vous ratez votre ligne de RER, bah vous savez qu'il y en avait un qui passe 5, 10 ou 15 minutes après. Le problème du covoiturage, c'est que si vous dépendez d'un seul covoiturage le matin et le soir, ça ne marchera jamais, ça ne fonctionnera jamais. Et donc Blablaline essaie de mettre ça en place et de dire, bah voilà, de chez moi à mon lieu de travail ou de mon lieu de travail à chez moi ou potentiellement à la gare qui est au milieu, je sais que bah, s'il y a une ligne de covoiturage, même si je dois marcher 5 minutes à pied, mais j'ai potentiellement un nœud. Et il commence à essayer de travailler avec la collectivité pour faire en sorte qu'une partie des arrêts de bus soit utilisée aussi comme stop et comme pick-up, des endroits de pick-up en fait, de covoitureurs, de façon à pouvoir faire ça. Le problème, c'est que si vous êtes vous, le conducteur, et que vous devez vous arrêter tous les 300 mètres pour prendre quelqu'un, bah, vous avez intérêt à être grassement rémunéré parce que vous mettez 3 fois plus de temps à faire votre trajet. Donc, entre le viable économiquement, le réellement faisable en termes de mise en place, tout ça est très compliqué. Je pense qu'on va y venir et que ces 10 dernières années étaient compliquées pour le covoiturage, mais là on a les moyens numériques, les collectivités, la LOM, tout ça va faire en sorte que je pense que tous les feux sont verts pour que le covoiturage fonctionne vraiment. Et s'il fonctionne sur du domicile-travail, il fonctionnera sur du domicile-gare. Mais la SNCF avait racheté Idevoom à l'époque, c'était Green Cove Ingénierie à l'époque pour développer le covoiturage domicile-gare. Ils n'ont jamais réussi.
C'est un vrai sujet compliqué. Donc je pense qu'on va y venir, mais qu'il faut être encore un peu patient. Mais vous avez déjà, vous avez déjà des initiatives très locales, notamment qui se sont développées avec des bornes d'infrastructures lourdes, comme eCov, qui s'était développé pas mal dans le 78, où vous achetez un ticket de covoiturage comme vous avez acheté un ticket de métro, et vous avez vraiment des infrastructures, des aires, etc. Le problème, c'est extrêmement lourd à déployer, et qu'au final, la même chose, si vous avez juste 3 km à faire et que vous devez attendre 10 minutes, il faut trouver la pertinence par rapport à l'infrastructure existante. Du coup, c'est exactement ce que vient de dire Jean-Christophe, mais globalement, les solutions existent. Donc, il y a pas mal d'applications qui se développent pour le covoiturage domicile-travail, notamment, je ne sais pas si vous connaissez, donc il a dit BlaBlaLines, Klaxit, Caros, et toutes les solutions de covoiture. En fait, c'est de l'autostop organisé, stop and go, avec des lignes de circulation en fonction d'arrêt. Mais le problème, c'est que en fait, donc, ça va disperser la masse de covoitureurs. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir une solution qui arrive à concentrer toute cette masse de covoitureurs sur une seule solution pour avoir une offre de covoiturage la plus large possible et pour favoriser les offres. Et donc c'est là en fait qu'on a véritablement un enjeu, et on voit ce qui se développe notamment en ce moment. Donc je crois que c'est aux États-Unis et également en Amérique latine, ça a été lancé. En fait, c'est Waze qui va proposer une solution de covoiturage à partir du GPS, puisque la plupart il y a beaucoup d'automobilistes qui vont utiliser Waze régulièrement, même pour aller au travail, pour voir les embouteillages, pour voir donc les problèmes qu'il peut y avoir sur la route. Et donc cette solution-là va proposer également de trouver des covoitureurs sur son trajet quotidien. Et là, on est sur des solutions qui vont être très intéressantes parce que qui vont permettre de toucher une plus grande part de personnes. Moi, j'ai une question. Vous avez fait votre enquête. Vous avez dit donc sur des salariés sédentaires, dans des horaires en journée. Mais est-ce que vous pensez faire la même enquête sur des salariés qui sont dans des horaires atypiques, très tôt le matin ou la nuit ou tard le soir, ou qui font un déplacement très tôt le matin et tard le soir? Et est-ce que la condition du trajet arrivera en troisième position dans les critères de qualité de vie au travail ou pas? Ou est-ce que vous avez déjà des données sur ces travailleurs qui sont dans des horaires atypiques? Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est vrai qu'on s'est concentré sur des horaires classiques, puisque donc ça représente une plus grande part des travailleurs aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on travaille également sur ces sujets. On travaille notamment avec la Fédération des entreprises de propreté, où on voit qu'il y a des enjeux vraiment spécifiques, avec des horaires pas forcément de nuit, mais des horaires décalés assez tôt le matin, assez tard le soir. Donc on voit vraiment que là, l'enjeu de la mobilité est vraiment prédominant. C'est vraiment un des critères principaux lors du recrutement que va aussi bien regarder le recruteur, puisque de toute manière, ça va être directement inscrit dans l'offre d'emploi. La condition d'être véhiculé, de pouvoir se rendre sur le site de travail, qui n'est pas forcément le site de l'employeur, mais ça va être vraiment quelque chose qui va être regardé directement pendant l'entretien de recrutement, aussi bien de la part du recruteur que de la part du salarié. Et peut-être pour compléter, on n'a pas ciblé particulièrement une catégorie de population. On l'a envoyé assez largement, et il se trouve que ce qui est plus représentatif, c'est plutôt les gens qui travaillent sur des horaires plutôt traditionnels, même si on a quand même des gens dans le retail qui peuvent être sur des horaires un peu décalés, assez tôt le matin pour ouvrir les magasins. On parle de Decathlon, ou potentiellement tard le soir, vous avez des magasins qui ferment à 21h, donc vous avez encore du personnel jusqu'à 22h sur le point de vente. On travaille beaucoup dans le monde de la santé aussi, et donc là du coup c'est un vrai sujet aussi, parce qu'on se rend compte que les alternatives pour le personnel soignant de nuit, c'est extrêmement compliqué, et c'est un vrai sujet. Donc non, on ne l'a pas volontairement mis de côté, mais c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué encore à prendre en considération. On les a pas sortis ou autres, on les a questionnés et eux répondent, mais on n'a pas été faire un focus sur les gens qui travaillent le week-end. En lisant l'enquête, on a l'impression que le seul facteur de pénibilité des transports, c'est le temps de trajet.
Ça me paraît quand même un peu réducteur. En fait, c'est quand même, quand on croise les données, c'est quand même le temps de trajet qui impacte le plus la satisfaction et la qualité de vie au travail. C'est vraiment ce qu'on constate. Après, on a également montré que en fonction du mode de transport utilisé, on va avoir des variations sur le dynamisme quand on arrive sur son lieu de travail, sur la satisfaction. Mais ce qu'on voit, c'est que le temps de trajet, c'est vraiment un facteur qui est très très fort, plus même que la distance, puisque la distance ne veut rien dire. Donc ça dépend si on va être dans une zone qui va être embouteillée, qui va être compliquée, s'il va y avoir beaucoup de correspondance, ce genre de choses. Mais le temps de trajet, c'est vraiment un facteur très important. Pour compléter, on en discutait rapidement tout à l'heure justement, c'est intéressant parce que aujourd'hui c'est vrai que le temps de trajet, même vous prenez tous les calculateurs en fait multimodaux, vous calculez le meilleur itinéraire uniquement quasiment sur le temps de trajet. Aujourd'hui on pourrait imaginer que la pénibilité, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, soit pris en compte dans le calcul de votre trajet. Ce fait que si Teamapper demain vous dise évitez la ligne 13 aux heures de pointe mais marchez un petit peu, ou voilà, et de quelle manière pour 5 minutes de plus vous allez éviter une ligne qui est extrêmement pénible même si elle est très efficace en termes de temps. Et ça, on va y venir. Il y a 3 jours, j'ai pris le bus. Google m'a demandé comment était mon trajet, le niveau de saturation dans le bus et si le bus était à l'heure. Donc, ils sont en train de collecter les données. Et on peut imaginer que demain, ils les exploitent et qu'on puisse avoir justement un indicateur de qualité de trajet qui ne soit pas uniquement lié au temps qu'on y passe. Bien sûr, d'un point de vue utilisateur, vous allez pouvoir dire voilà, de quelle manière, c'est quoi ma variable en fait, mon temps de trajet, je suis prêt à arriver à 10 minutes, un quart d'heure, c'est quoi ma marge de manœuvre pour que mon temps de trajet soit plus agréable. J'ai une autre question sur, vous avez dit qu'il y avait 18% de salariés qui, après des propositions dans le plan de mobilité, des entreprises avaient changé ou varié leur mode de transport. Vous avez regardé ça uniquement sur la proposition de mobilité, d'aménagement ou pas de transport. Est-ce que vous les avez questionnés aussi sur d'autres mesures dans l'organisation du travail qui sont prévues dans le plan de mobilité ou pas, des horaires aménagés ou des plages horaires plus larges ou pas, qui les ont amenés aussi à changer? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on a décidé de payer, de rembourser le trajet en vélo, alors qu'avant on ne le faisait pas, une initiative de l'entreprise qui a fait changer les gens? Ou est-ce que c'est un ensemble de mesures prévues dans leur accord du plan de mobilité qui changent les comportements ou pas? Donc là, c'est vraiment variable en fonction des entreprises, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop détaillé de chiffres là-dessus, mais c'est vrai que les entreprises mettent aussi en place des mesures pour adapter les horaires et essayer de réduire les déplacements. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que les mesures les plus courantes qui étaient citées par les collaborateurs en faveur de la mobilité, au-delà des incitations financières, ça allait être le télétravail et la flexibilité des horaires. C'est vraiment des mesures qu'on observe de manière assez fréquente. Mais on n'a pas fait de tri, on a demandé aux gens est-ce qu'ils ont déjà changé leur mode de transport, oui ou non. Et parmi ceux-là, on a regardé la part de ceux qui avaient déjà fait un plan de mobilité. En fait, pour voir de quelle manière le fait de faire un plan de mobilité encourage le changement comportemental. Oui, c'est vrai, on n'a pas posé de questions sur la réduction en fait, du nombre de trajets. C'est quelque chose qui est assez difficile aussi, je pense, à mesurer et à chiffrer en termes de... Donc là, vous parlez vraiment de trajets évités. Oui, j'ai une question sur votre panel
de personnes qui ont répondu. Est-ce que vous avez, je me souviens plus, je crois que j'ai répondu, mais je me souviens plus si c'était dedans. Est-ce que vous avez regardé en fait quel était le statut de vos répondants? Parce que naturellement, un cadre dirigeant qui dispose d'un véhicule de fonction ne va pas se trouver tout à fait dans les mêmes conditions qu'un salarié employé qui va habiter à 50 km de son lieu de travail. Et ça va jouer. Alors déjà, naturellement, la position influe quand même sur la satisfaction de son poste et sur la qualité de vie au travail. Nous, on a fait des enquêtes de QVT en interne et on voit que plus on monte dans les strates et plus les gens sont satisfaits, indépendamment du reste. Et naturellement, cet aspect-là, il est quand même, je dirais, un peu directement corrélé avec le sentiment de qualité de vie au travail. Le fait que le statut de la personne et les moyens dont il dispose pour habiter plus ou moins loin de son lieu de travail font que ça peut avoir une influence. Oui. Tout à fait. En règle générale, ce qu'on constate notamment dans les enquêtes de nos plans de mobilité, c'est que, comme vous l'avez dit, les personnes qui disposent d'un véhicule de service ou de fonction sont beaucoup plus satisfaites de leur trajet domicile-travail, et c'est compréhensible puisque, bien entendu, tous les frais associés sont pris en charge. Donc là, on n'a pas spécifiquement étudié le statut des répondants, mais ce qu'on a en fait dans les modes de transport utilisés principalement, il y avait la possibilité de répondre voiture de service ou de fonction. Donc on a la donnée. C'est vrai que c'était une part assez faible dans les résultats de cette enquête. Et à contrario, en général, les insatisfaits ont plus tendance à répondre que les satisfaits. Encore une question. Est-ce que ça a changé, vous, dans votre esprit, après cette enquête, votre manière de concevoir des plans de mobilité ou pas? Ou de proposer ou d'aménager des plans de mobilité? Est-ce que cette enquête vous a appris quelque chose? Ou au fond, vous vous dites, bon, rien de nouveau sous le soleil, les comportements, on pouvait les imaginer parce qu'on voit bien dans les satisfactions, plus le transport est individuel et plus vous en êtes l'usager exclusif, vélo, marche à pied, automobile, moins vous avez de stress parce que vous n'êtes pas compressé contre la porte du RER ou du métro. Je ne parle pas du jour d'aujourd'hui. Hein. Il y a des lignes, c'est tous les jours comme ça. Hein. Donc, et donc vous, est-ce que, par rapport au plan de mobilité, puisque la loi va prévoir de les généraliser beaucoup plus, vous avez dit que 8%, il va falloir passer à une échelle bien supérieure. Est-ce que ça entraîne, dans votre réflexion sur les plans de mobilité, une conception nouvelle de ces plans ou pas? Non, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Déjà, à titre personnel, ce que je trouve hyper intéressant, parce qu'on n'avait pas encore de recul, vu que c'est très nouveau, c'est qu'on voit qu'il y a du changement comportemental quand on fait un plan de mobilité. Et ça, entre guillemets, j'ai fait ouf, bon, on fait pas n'importe quoi depuis 3 ans, ça sert à quelque chose. J'exagère, mais c'est une vraie satisfaction de se dire quand même, vu que c'est très nouveau, nous on accompagne nos clients, on va jusqu'au diagnostic, et en général, c'est assez rare que nos clients nous disent ok, aidez-nous à déployer. En général, ils disent bon, on a le coup de tampon réglementaire, c'est un peu comme les bilans des émissions de gaz à effet de serre, hein, c'est le problème des sujets réglementaires. On a notre coup de tampon, on a envoyé le rapport, on va se débrouiller. Et on ne sait pas forcément si ça déploie pas derrière, on appuie la main et on n'a pas la visibilité. Et la deuxième chose qui est hyper rassurante, c'est de se dire que finalement, avec une seule ou deux actions un peu pertinentes, mais bien déployées, on voit que ça fonctionne. Et c'est là où on se dit que vous changez vous parlez de vision par rapport à notre façon de travailler. L'objectif, de toute façon, du diagnostic, pour nous, il est de savoir d'où on part et de savoir qu'est-ce qui est pertinent. Après, on peut avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 actions pertinentes, mais de se dire peut-être qu'il vaut mieux, en fonction du contexte, typiquement un contexte d'un client qui met en avant plutôt l'aspect réglementaire, avec peu d'ambition derrière en termes de changement ou de moyens associés, se dire ok, plutôt que de proposer un plan d'action avec 5 actions différentes, on va en proposer 2 phares qui ne coûtent pas très cher, très axés communication, et là-dessus, on va les aider sur faire en sorte que peut-être que pendant 2-3 ans, il faut les aider sur la partie vraiment déploiement de ces 2 actions-là, de façon à ce qu'on puisse avoir des résultats très concrets, quitte à ce qu'on se dise on se revoit dans 1 an ou 2 ans pour aller plus loin si l'action est déployée. Mais le fait de se dire qu'une ou 2 actions bien ciblées peuvent déjà avoir des résultats satisfaisants, je pense que ça peut nous permettre, nous, de faire en sorte d'aider nos clients à ne pas s'éparpiller.
Voilà, on est en phase. D'autres questions? Par rapport à l'influence du télétravail sur ces sujets-là, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui a généralisé ça depuis quelques temps maintenant. C'est vrai que franchement, ça change la vie par rapport aux contraintes de transport journalières. Est-ce que vous sentez que les entreprises sont open à ça, ou est-ce que c'est difficile à mettre en place pour les entreprises? Ou est-ce que les directions d'entreprise sont majoritairement réfractaires ou pas à cette mise en place, parce que les salariés le demandent quand même assez activement? Non, nous, on voit clairement que c'était compliqué. On était à la traîne sur le télétravail depuis ces dernières années. Dans les pays d'Europe, on était très réticents. Le management traditionnel, où il faut contrôler, c'est très contrôlant. Et l'ordonnance de loi Macron sur le télétravail, en fait, qui a obligé les employeurs à justifier le refus de télétravail. Donc le rapport de force est inversé, en fait, l'année dernière. Et forcément, on a vu des accords de télétravail. Ça a été pareil, le sujet de tous les DRH en 2019, c'est comment déployer le télétravail. Donc on sent que le contexte réglementaire, en fait, a vachement aidé à ce que les entreprises le déploient, parfois dans la douleur. Ouais. Je voudrais juste apporter un iota. La motivation du refus n'est obligatoire que dans le cas où un accord de télétravail est signé. Oui. Ça veut dire que la loi, aujourd'hui, si jamais quelqu'un demande du télétravail et qu'il n'y a pas d'accord, on peut lui refuser. Il n'y a aucune explication à donner. Le fait de passer en accord télétravail, c'est même encore quelque chose de plus engageant pour l'employeur, parce que c'est-à-dire qu'il s'engage aussi à expliquer pourquoi il n'est pas d'accord. C'est ça, c'est exactement. Je suis d'accord avec vous. De toute façon, il y aura toujours des métiers où le télétravail sera impossible. On parlait du personnel soignant, où ça sera toujours difficile. Et il y aura toujours des managers qui devront aller prendre leur retraite pour faire en sorte que d'autres modes de... Oui, alors on essaye. Après, on a des clients qui nous disent, moi, dans l'enquête plan de mobilité, je ne veux pas qu'on parle de télétravail. Vous me supprimez la question. Donc là, nous, on rame en disant, mais vous savez, c'est important, puis ça va changer, s'il vous plaît, faites-nous confiance. Non, hors de question. Si c'est ça, on arrête la mission. Donc oui, je vous rejoins, ça change quand même beaucoup. Très objectivement, ce genre de... Il y a 4-5 ans, c'était ultra régulier, c'était un mot tabou et surtout, il ne fallait pas en parler. Là, on voit que de plus en plus, c'est quand même de moins en moins le cas. C'est quand même de moins en moins le cas. C'est vrai que c'est une question assez clivante. Soit le télétravail est en cours de déploiement, il existe déjà et du coup on peut assez facilement aborder ces thématiques. Soit vraiment le management n'est pas du tout sensibilisé à ces problématiques. C'est vraiment un tabou et on voit que ça ressort dans nos enquêtes de plan de mobilité puisque la plupart des collaborateurs le demandent même si on l'a enlevé de l'enquête. Donc on voit que ça dépend vraiment et je pense que c'est aussi lié à des problématiques de digitalisation dans l'entreprise puisqu'on voit qu'il y a des entreprises qui sont assez réticentes mais qui aussi ne sont pas bien équipées pour faciliter le télétravail où on est vraiment donc on a des postes fixes, on n'a pas de messagerie instantanée, donc il y a vraiment aussi ce sujet-là qui doit arriver où par exemple on essaye dans certaines entreprises, on a essayé de promouvoir le télétravail et on nous posait des questions du type mais comment est-ce que je vais contacter mon collègue après je vais pas pouvoir, si j'ai une question je peux pas m'adresser à mes collègues pour travailler avec eux, donc là il y a vraiment de grosses problématiques d'équipement en fait. Comment j'ai accès à mes mails à distance? Non mais c'est vrai, hein, Morgane a raison, il y a une vraie problématique derrière aussi de culture IT de l'entreprise. Aujourd'hui, avec les différentes suites des différents opérateurs, vous avez des accès pour le travail à distance qui sont assez formidables. Mais faut-il encore y être habitué, en être équipé? Et c'est vrai que sur des catégories de population, pour des cabinets de conseil comme nous, avec une moyenne d'âge relativement jeune, c'est très fluide. Pour des CSP+, avec une moyenne d'âge plus autour de 50-60 ans, c'est très compliqué. Et là, juste pour finir, dans le panel de l'enquête, on avait 47% de répondants qui disaient télétravailler, dont 21% télétravailler de manière hebdomadaire. Voilà, c'était un peu... Oui. Vous avez dit tout à l'heure, dans les résultats de l'enquête, que c'était un facteur de fidélisation des salariés. Vous aviez volontairement posé une question dans ce sens-là, oui,
pour qu'il puisse répondre. Ça fait plus de 2 ans que je suis et je reste volontaire, enfin je reste dans l'entreprise parce que j'ai des conditions de qualité de vie au travail grâce au temps de trajet, à l'aménagement qui fait que je reste dans l'entreprise. Enfin, c'était volontaire dans la question que vous avez posée, ou c'est une conséquence de la... Enfin, les répondants ont dit finalement ça me convient bien, donc je reste. En fait, on a posé 2 questions. Donc, en fait, c'était un croisement entre 2 questions. Donc, il y avait une question pour savoir combien de temps les salariés se projetaient dans l'entreprise. Et ensuite, on l'a croisé donc avec la satisfaction quant au trajet domicile-travail. D'accord. Parce que... Pardon, c'est pour nos amis aux États-Unis. La projection dans l'entreprise et le fait d'avoir des difficultés et de se dire peut-être que tout simplement je mets 1h30 à venir, je galère, mon temps de trajet, c'est mon trajet très anxiogène, donc je ne me projette pas dans l'entreprise à cause de ça. Parce que la question qui vient après, c'est la mesure de l'absentéisme par rapport à la qualité de vie au travail, quoi, au stress, clairement, à la fatigue. Voilà. Donc, c'était pas le but de votre enquête, mais... Non, mais des clients qui ont diffusé l'enquête nous ont demandé si on pouvait en faire une dédiée pour leur entreprise qui va leur permettre derrière de se dire est-ce qu'il y a un lien entre absentéisme et mobilité. Oui, c'est obligé. Enfin, c'est une des conséquences naturelles des résultats de votre enquête. Hein. J'en profite. Allez-y, on est là. Est-ce que vous envisagez de regarder comment, avec un plan de mobilité, les données issues de votre enquête, d'une enquête spécifique ou d'un diagnostic spécifique après la mise en place d'un plan de mobilité, dont on voit qu'une ou 2 actions suffit à faire varier sensiblement soit le choix du mode de transport, soit choisir un autre mode de transport. Est-ce que vous allez associer le résultat de ces enquêtes à une exploitation de données pour qu'à l'intérieur d'une entreprise, au fond, l'entreprise gère les datas issues de ces déplacements-là, pour soit concevoir une autre organisation du travail, soit un déplacement, un déménagement de l'entreprise, et de se dire, finalement, si on se rapproche ou si on s'éloigne, je vais faire varier beaucoup les changements de déplacement, ou ça va dégrader complètement. Est-ce qu'il y a des réflexions de votre part sur l'utilisation de ces données-là, mais pour... soit faire travailler avec d'autres sur le sujet de l'utilisation de ces données que vous avez à travers les enquêtes. Parce que vous savez qui ils sont, majoritairement des femmes, parce qu'elles répondent plus facilement, mais la conciliation vie personnelle, vie professionnelle est peut-être un peu plus prégnante chez elles que chez les hommes. Donc, tous ces éléments-là, ces données-là, est-ce que soit vous les mettez à disposition d'autres, soit vous les utilisez pour réfléchir avec d'autres à des solutions plus globales, plus systémiques que seulement le déplacement? Alors, on n'a pas prévu ce type d'usage pour l'instant. L'enquête sera publique, on va la diffuser sur nos réseaux sociaux, on pourra télécharger la présentation sur le site web, donc c'est quelque chose qu'on rendra relativement public. Quand on fait des enquêtes dans le cadre des plans de mobilité, on aborde les sujets liés du coup au déménagement, et on a beaucoup de clients qui nous mandatent sur des études d'impact avant de déménager et de voir comment est-ce qu'on accompagne le changement, quel impact ça a sur les temps de trajet en fonction des modes de transport, et donc ça c'est des choses qu'on fait de plus en plus. Mais là j'ai du mal à percevoir de quelle manière on pourrait le faire de façon aussi macro sans que ce soit lié au contexte d'une organisation en particulier. Bon, merci à tous.